Après vous avoir proposé un bestiaire de l'horreur sur un personnage que vous attendiez avec impatience il y a quelques semaines, il était temps que je revienne sur quelque chose d'un petit peu plus personnel. Rassurez-vous, il s'agit toujours d'un personnage très connu, antagoniste d'une saga iconique, voire même classique du cinéma d'horreur, donc il y a des chances que vous vous régaliez. Un personnage dont les deux premiers opus m'ont littéralement terrifié lorsque je les ai découverts, sans doute un petit peu trop jeune, et dont j'espère pouvoir capter l'essence, histoire d'être capable de vous transmettre une partie de cette peur qui m'a longtemps habité. Car aujourd'hui, nous ne nous attaquons pas à n'importe qui. Un antagoniste qu'il est presque impossible de combattre, et dont les pouvoirs et les capacités dépassent de très loin celles des derniers personnages que je vous ai présentés dans cette émission. Car oui, spoiler, nous parlons quand même du fils du diable, de l'antéchrist en personne. Rien que ça. Du coup, accrochez-vous bien. Et bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré à Damien Thorn, antagoniste de la franchise The Omen. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Damien Thorn est donc l'antagoniste principal de la franchise The Omen, généralement traduite chez nous en La Malédiction, tout simplement. Une saga qui débute en 1976 avec The Omen, donc de Richard Donner, et dans lequel nous suivons un Damien encore très jeune et interprété par Harvey Stephens. Un premier opus qui connaîtra un gros succès et engendrera plus de 60 millions de dollars, ce qui, forcément, donnera des idées aux producteurs. Du coup, il ne faudra que 2 ans pour voir une suite sortir sur grand écran, appelée Damien Omen 2, réalisée par Don Taylor et Mike Hodges, et dans lequel Jonathan Scott Taylor campe un Damien désormais adolescent. Et même si cette suite fonctionnera beaucoup moins bien que son prédécesseur, elle fera un score suffisamment honorable pour que cela donne un 3e volet de Final Conflict réalisé en 1981 par Graham Baker et qui cette fois s'intéresse à un Damien adulte et interprété par l'immense Sam Neill. Un téléfilm fera office de 4e opus 10 ans plus tard, Omen 4 The Awakening de Dominique Oetting-Girard, mais dans lequel Damien Thorn sera seulement cité et n'apparaît donc pas puisque l'antagoniste est ici en fait sa fille. Cependant, il réapparaîtra dans un remake du premier film qui verra le jour en 2006, à une époque où les remakes américains des classiques de l'horreur étaient à la mode. The Omen de John Moore nous proposera une nouvelle vision qui se veut modernisée de l'enfance de Damien Thorn, cette fois-ci interprétée par Seamus Davy Fitzpatrick. Et même si 5 films, enfin 4 si on veut être vraiment rigoureux, ça peut déjà paraître beaucoup, ça ne s'arrête pas là. Damien Thorn connaîtra également une novélisation composée d'au moins 5 romans dont les 2 derniers s'éloignent considérablement de l'intrigue des films, mais aussi et surtout une série télé d'une seule saison de 10 épisodes qui choisissent de faire suite au tout premier film en mettant de côté tous les autres. Et même si ce n'est pas le personnage le plus à même de donner naissance à tout un tas de produits dérivés, étant donné que dans l'inconscient collectif, la façon principale de le représenter, ça reste sous la forme d'un enfant à l'air innocent, c'est toujours un personnage majeur du cinéma horrifique, toujours aussi populaire, plus de 40 ans après son apparition. Bien sûr, ce succès est dû en partie à la qualité du premier film, à un thème entêtant qui lui sera à jamais lié, et au côté enfant démoniaque qui aura marqué pas mal de gens à l'époque. Et il aurait pu être encore plus populaire si chaque film ne donnait pas l'impression de mettre en scène un personnage différent, vu qu'à chaque épisode, il a grandi et est incarné par un comédien, différent. Mais malgré tout ça, comme vous allez le constater par vous-même, Damien a bien des particularités et des raisons de captiver les foules. Le 6 juin 1976 à 6h du matin, Damien naît, fils de Satan et d'une femelle chacale. Afin de le mettre dans les meilleures conditions possibles, il est confié à Robert Thorn, ambassadeur américain qui vient de perdre son fils juste après sa naissance et qui n'ose pas annoncer ce décès prématuré à sa femme. Sans connaître la véritable nature de l'enfant tombé du ciel, si j'ose dire, qui lui est alors littéralement offert sur un plateau d'argent par un prêtre, il le présente au monde entier comme son fils biologique. Damien est alors élevé dans un cadre privilégié, au milieu de gens riches et puissants, bénéficie d'une éducation de haute qualité, ce qui fait bien sûr partie du plan de Satan en personne. Pour que l'antéchrist
Chris puisse accomplir sa mission et amener la fin du monde, il faut qu'il puisse rapidement grimper les échelons de la société humaine et obtenir le plus grand pouvoir possible afin de guider l'humanité jusqu'au trépas. Cet Armageddon est annoncé par divers textes saints et sacrés, et bien sûr, Damian bénéficie en plus du soutien de nombreux apôtres maléfiques qui sont sous son emprise, souvent volontairement. Animaux ou êtres humains, esclaves, protecteurs ou précepteurs, à commencer par les prêtres qui ont orchestré son adoption et qui sont même responsables de la mort du véritable bébé de Robert Thorne. Preuve que n'importe qui peut faire partie de sa sombre armée. Chaque événement du premier film est mis en place ou au moins est attentivement observé par des serviteurs de la bête. Mais bien sûr, de sombres événements, et parmi eux d'horribles décès, se déroulent partout autour de lui et éveillent les soupçons de certaines personnes, à commencer par ses propres parents. Damien et ses serviteurs devront alors tout faire pour lui permettre de survivre et d'éliminer ceux qui cherchent à entraver sa mission. Et personne, malgré de nombreux efforts, ne parviendra à enrayer la machine. Damien continuera son ascension en suivant sa scolarité dans la plus prestigieuse académie militaire d'Angleterre, toujours élevée par la famille Thorne, qui se révèle en plus être à la tête d'une des plus grosses multinationales du monde, une entreprise d'une puissance colossale dont il est l'un des héritiers, et dont il finira par devenir le seul et unique maître à bord, PDG de la boîte la plus importante de la planète, grâce à laquelle il déploiera peu à peu sa domination et son pouvoir sur l'humanité. Ce qui a de quoi faire froid dans le dos, vous en conviendrez. Pour autant, n'allez pas vous imaginer que Damien est un démon assoiffé de sang. C'est un petit peu plus compliqué que cela. Déjà, comme à travers les films, nous suivons un Damien à différentes étapes de sa vie, nous suivons son évolution durant toute son existence, et donc, il est chaque fois traité un petit peu comme un personnage différent, ce qui est logique. Il n'est pas le même à 5 ans qu'une fois arrivé à l'âge adulte, et du coup, sa façon d'être conscient et de gérer sa véritable nature changera d'un âge à un autre. Dans le premier film, alors qu'il est tout petit, il agit comme un enfant tout à fait ordinaire, mais de façon non maîtrisée, semble parfois conscient d'être différent, de posséder certains pouvoirs. Dans un premier temps, c'est un gamin aimant qui aime rire, passe du temps avec ses parents, mais peu à peu, le fait de côtoyer des êtres qui sont en réalité les serviteurs du diable, qui agissent dans l'ombre pour le seconder, le servir, l'aidera à éveiller quelque peu sa conscience, sa nature maléfique et même ses pouvoirs surnaturels. À plusieurs reprises, sans qu'il ne puisse se maîtriser, il révélera également quelques indices sur sa véritable identité. Il est incapable d'approcher d'une église sans se mettre à hurler de peur et de douleur, et les animaux se mettent à agir étrangement en sa présence, entre autres. Et s'il n'hésitera pas à s'en prendre à sa propre mère, si l'enterrement de ses parents adoptifs l'amusera plus qu'autre chose, s'il semblera comprendre, être spécial et être conscient de l'aide qui lui est apportée par des serviteurs du malin, il paraît évident que cela relèvera plus de l'instinct qu'autre chose, car quand on le retrouve adolescent pour le deuxième film, il mène une vie d'adolescent riche plus ou moins ordinaire et n'a pas l'air d'avoir le moindre souvenir des étranges événements qu'il a traversés petit. Désormais, il est très proche de son cousin, qui est en quelque sorte son meilleur ami, fils de son oncle qu'il élève depuis la mort mystérieuse de son père adoptif, et il aime beaucoup sa famille, et il suit des cours dans une prestigieuse académie militaire. À nouveau, alors même qu'il n'est pas encore vraiment conscient d'être le fils du diable, il exerce déjà, sans forcément les maîtriser, certaines de ses capacités sur ceux qui l'entourent. Que ce soit une attaque contre un garnement qui osait les maltraiter, son cousin et lui, ou une humiliation d'un professeur en lui montrant qu'il s'y connaît bien mieux que lui en ce qui concerne l'histoire de la guerre, ce qui donnera d'ailleurs l'une des scènes les plus mythiques du film. Bref. Il n'a pas encore connaissance de sa véritable nature, mais a certains talents innés qu'il ne comprend pas encore. À nouveau, des mentors, disciples du diable, le guideront et lui montreront la voie. Et à partir du moment où il trouvera la marque de la bête sous son cuir chevelu, le fameux 3-6, il commencera progressivement à comprendre quel genre de destin l'attend. Au début, il l'acceptera difficilement, comme n'importe quel adolescent qui apprendrait une nouvelle aussi peu ordinaire. Il piquera sa petite crise, mais il embrassera pleinement sa nature, entouré de toutes parts par des agents de son père qui veillent à ce qu'il prenne bien les bonnes décisions, et malheureusement, cette direction qu'il choisit lui-même lui mettra à dos son cousin et meilleur ami de toujours, contre qui il devra se retourner. En tuant son cousin, son être humain préféré, même à contre-cœur, c'est toute son humanité qu'il abandonne et il franchit définitivement la frontière entre adolescent normal et antéchrist en puissance, puisque désormais, rien sur cette terre ne pourra le détourner de sa mission, celle qui le guidait jusqu'ici inconsciemment et dont il prend désormais pleinement conscience. Le reste de sa famille adoptive n'est plus à ses yeux qu'un obstacle qu'il doit surmonter pour s'emparer de la société des Thorne, ainsi que de la fortune familiale. Dans le troisième film, Damien Thorne est chef d'entreprise PDG de la plus grosse multinationale du monde, est proche du président des États-Unis et l'une des personnalités les plus puissantes de la planète. Il est complètement conscient de sa nature qu'il a acceptée et chacune de ses décisions sert à se rapprocher davantage de son but final, à savoir la fin du monde tel que nous le connaissons et celle de l'humanité.
C'est un homme d'affaires impitoyable, calculateur et manipulateur, mais également un authentique démon qui tue volontairement ceux qui l'entravent afin de les écarter de son chemin en contrôlant désormais tous ses pouvoirs. Il n'hésite pas non plus à sacrifier ceux qui l'entourent et notamment toujours les esclaves à sa solde et à celle de son père. Il les voit uniquement comme des pions et ne les considère plus du tout comme ses semblables mais comme des moyens pour lui d'atteindre son objectif. Mais à côté de ça, il soigne son image, se montre charmeur, se fait passer pour un bienfaiteur avec sa société alors qu'il est en train d'asservir la planète et il dispose d'une authentique cote de popularité auprès de la majorité de la population. Et en soi, est-ce étonnant de la part du fils du diable? Il se doit d'être séduisant à tout point de vue, car il a besoin de l'être humain pour pouvoir le manipuler et le détruire. Ça a toujours été comme ça, même si bien sûr je simplifie grandement. En tout cas, dans ces 3 films, on peut clairement suivre son évolution et la perte progressive de son humanité au fur et à mesure qu'il accumule du pouvoir. Nous reviendrons là-dessus un petit peu plus tard, car il y a quelque chose de très intéressant à tirer de cette information. Dans la série, on s'attarde beaucoup plus sur l'humanité de Damien, qui doute de lui, qui hésite beaucoup plus à accepter sa véritable nature et à abandonner son côté humain pour plonger dans le chaos. C'est intéressant car finalement, comme il le dit lui-même dans le 3e film, il a été conçu à l'image de l'être humain, et le voir douter à ce point, hésiter entre les 2 chemins qui s'offrent à lui, renforce ce côté humain et le rend plus nuancé, plus ambigu. Même si dans les films et principalement le 2e, on le voit douter et tenir sincèrement à sa famille par exemple, ça reste un passage assez court dans sa vie. Quant à sa fille, Delia, qui aura d'ailleurs un frère jumeau nommé Alexander, mais qui naîtra plus tard et donc on ne le verra pas vraiment, bref ta gueule c'est magique, elle suivra une évolution beaucoup plus rapide que la sienne. Elle semble dès le départ être consciente de sa nature, de ses pouvoirs, se montre beaucoup plus méchante et manipulatrice que son père ne l'était à son âge, et si c'est avant tout dû aux faiblesses scénaristiques de ce téléfilm sans grande ambition, c'est néanmoins intéressant de le souligner. Et, depuis le tout début de la vidéo, je vous parle de ses pouvoirs ou capacités surnaturelles. Ce qui est contradictoire, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, alors que c'est clairement l'un des personnages les plus puissants dont j'ai pu parler dans cette émission. Je veux dire, c'est le fils du diable, quoi. La plupart des pouvoirs de Damien sont de l'ordre de l'invisible. Il a une certaine aura qui lui permet de charmer les gens, de les manipuler plus facilement ou alors de leur faire peur et de les éloigner. Mais si besoin, il peut aller beaucoup plus loin et là, autant dire qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut. Il peut contrôler quasiment tous les animaux et les forcer à se jeter sur un ennemi pour l'éliminer. Il peut s'insuffler dans l'esprit d'un adversaire pour le contrôler, le transformer en esclave, le rendre fou, voire le forcer à se suicider. Il a un instinct extrêmement développé, il est impossible de le tuer de façon ordinaire et il possède une fortune et un réseau si grand et bien établi qu'il dispose d'un contrôle presque total sur la société. En plus, il arrive à son père d'agir à travers lui, et là, ça devient tout bonnement catastrophique. Des édifices s'effondrent, les éléments qui entourent sa proie se mettent tout à coup à agir comme s'ils étaient vivants et voulaient sa mort, comme si on se trouvait dans un épisode de Destination Finale, et le moindre élément de décor devient alors une arme mortelle portée par un ennemi invisible. Je dis que c'est son père qui agit à travers lui, car le jeune Damien n'a pas l'air d'avoir conscience que ces événements lui sont liés, et une fois qu'il est adulte, on ne le voit pas vraiment utiliser ce genre de pouvoir, alors que ça lui serait souvent bien utile. Heureusement, il y a aussi des gens pour s'élever contre lui. Outre sa famille adoptive, dont les membres ont tous fini par se rendre compte de sa nature et donc ont essayé de l'éliminer de l'intérieur, en quelque sorte, des membres de l'église, prêtres et autres représentants religieux, associés à des archéologues et experts historiques, se sont ligués à travers le temps pour tenter de le tuer. Et les seules armes qui permettent un tel acte sont les dagues de Megiddo, la ville où le christianisme serait né, et qui ne sont au nombre que de 7. Seules ces lames peuvent lui ôter la vie, et bien rares sont les individus à en connaître l'existence, mais également à être au courant de la présence de l'Antéchrist parmi eux, car il a veillé à progressivement éliminer ses ennemis. Mais aussi et surtout, qui dit Antéchrist dit Christ. Et si lui est revenu sur Terre, dans le 3e opus, le Christ lui aussi revient, réincarné dans le corps d'un nouveau-né que Damien va alors chercher à éliminer en utilisant chacun de ses stratagèmes les plus vicieux, chacun de ses esclaves, et ne reculera devant aucun moyen, comme par exemple en assassinant tous les bébés nés le jour même de la naissance du Christ, annoncé par une comète. Il ne connaît ni sa nouvelle identité, ni sa localisation, mais fera tout pour le tuer, car chaque jour durant lequel l'enfant saint vit, est un jour durant lequel lui s'affaiblit, et il sait que si cela dure trop longtemps, il finira par périr, tout simplement. Et ce qui finira par le perdre sera un mélange des deux. Une innocente armée de l'une des fameuses dagues de Megiddo, aidée par le pouvoir du Christ. Mais surtout, ce qui causera sa perte sera sa vanité, sa prétention. Lui qui était sûr d'être à l'abri, de ne pouvoir être éliminé car trop puissant, et surtout certain de manipuler tout son entourage et de tous les avoir dans sa poche, sera emporté par la personne la plus proche de lui, ce qui le renverra finalement au peu d'humanité et donc d'imperfection qui restait en lui.
Damien Thorn est donc le fils du diable, l'antéchrist, l'annonciateur de l'apocalypse, le visage de l'Armageddon, si j'ose dire. Mais comme je vous le disais, son parcours est assez parlant et en dit en fait beaucoup sur notre monde, sur notre société. Si on oublie la nature surnaturelle, ce qui est un petit peu contradictoire quand on y pense, de cet antagoniste et personnage principal, la saga The Omen nous montre juste comment les grands de ce monde, l'élite de ce monde, arrivent au pouvoir. Ces gens naissent dans ce milieu, dans des familles riches depuis des siècles, des familles cultivées, dont les parents sont puissants et ont des postes à responsabilité. Ils suivent des cours dans des écoles hors de prix qui leur apprennent à diriger, qui leur offrent l'enseignement de la meilleure qualité possible, suivent les pas de leurs parents et héritent de postes dans leurs entreprises, leurs partis politiques, ou autre. Le diable dans ces films, c'est juste un fils de riche parmi les autres. Quelle différence y a-t-il finalement entre lui et n'importe quel jeune bourgeois intelligent et ambitieux qui cherche à gagner en pouvoir et en réputation, qui souhaite grimper les échelons à tout prix, ainsi que de continuellement s'enrichir? Quelle différence existe vraiment entre lui et nos politiciens ou chefs de grosses entreprises ou multinationales? Ses intentions peut-être, me diriez-vous, mais à nouveau, il faut se rappeler que nous sommes ici dans la métaphore. Oubliez que c'est le fils du diable qui veut la fin du monde et juste se concentrer sur son besoin d'ascension et de régner, finalement. Car ce sont des caractéristiques communes dans ces milieux-là, partagées par la plupart des requins qui nagent dans ces eaux troubles et qui sacrifieraient père et mère pour encore plus de pouvoir. La compagnie de la famille Thorn, par ailleurs, semble être un mix de plusieurs multinationales qui existent bel et bien dans la réalité, et rappellera notamment des sociétés comme Monsanto, très souvent diabolisées par les militants de tous bords, ou presque, pour leur manque d'éthique et certaines de leurs pratiques plus que douteuses. Les manipulations à base de pesticides menées par la société Thorn dans les films, ainsi que leur façon de se positionner en bienfaiteurs et de dissimuler leurs actes horribles derrière une façade avenante et bienveillante, sont en quelque sorte un tacle à ce genre de société. Des pics à d'autres boîtes, telles que Shell ou DuPont, parsèment également les films, ainsi que des manœuvres politiques parfois plus que louches, et les films caricaturent finalement parfaitement cet univers. Sa corruption, l'ambition et la cupidité dévorante des gens qui le peuplent, le fait que tous ces riches vivent dans une réalité complètement différente de celle du commun des mortels, et surtout, le fait que ce sont ces gens qui contrôlent le monde, en font ce qu'ils veulent, et que nous autres ne sont finalement que des esclaves manipulés, contents d'être dominés. Le troisième opus va même jusqu'à ajouter le pouvoir des médias sur les populations et l'abrutissement qu'il permet, un pouvoir presque hypnotique qui permet à des hommes comme Damien Thorn d'être soutenus par les gens qui l'a servi lui-même. Bien sûr, on parle bien ici de critique et de dénonciation par la caricature, tout cela reste très simpliste et surtout extrêmement manichéen, mais il y a tout de même une énorme critique de la société capitaliste et du corporatisme, entre autres, dans ces films. Car finalement, des hommes comme Damien Thorn, il en existe déjà, et beaucoup. Des gens qui ne se soucient que de leur situation, de leur pouvoir, de leur fortune, et qui n'hésitent pas à profiter des plus faibles, des plus pauvres, des moins instruits, pour eux-mêmes gagner en puissance. Une poignée de personnes qui contrôlent le monde, et qui nous regardent passer notre vie tout entière à les enrichir en riant et en détruisant la planète et les pays les plus pauvres au passage. Pour toutes ces raisons, Damien Thorn est devenu réel. Ainsi, quand vous irez voter, ou même quand vous regarderez le journal télé, faites bien attention. Le diable est peut-être déjà parmi nous. Et voilà, c'est déjà la fin de ce bestiaire de l'horreur, et j'espère qu'il vous aura plu, malgré une conclusion bien entendu un petit peu grossière et cliché. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.